était en action. Un grand silence se fit. Chacun écoutait si les hurlements allaient se poursuivre. Et rien ne se fit entendre. Une minute plus tard, une clameur déchira la nuit. Il s'ensuivit des cris d'horreur qui provenaient de cette maison dans laquelle les personnes étaient soignées. En effet, l'odeur du sang des blessés et le confinement des personnes avaient attiré les deux gros loups. Immédiatement armés de fourches, les habitants se précipitèrent et constatèrent la catastrophe. La toiture avait été arrachée de son feuillage. Les portes avaient été brusquement ouvertes. À l'intérieur, les corps inanimés, ensanglantés de tous les vieux et de toutes les personnes qui étaient soignées dans ces locaux se retrouvaient sans vie. Le sang giclait de partout. L'arrivée des villageois avait fait fuir ces deux gros loups. Les quelques survivants de ce massacre racontèrent qu'ils avaient entendu marcher sur la toiture, puis des crocs avaient entaillé les branches de châtaignier qui fermaient l'ouverture. L'un des loups avait sauté à l'intérieur du bâtiment, l'autre, par l'extérieur, avait décroché les attaches qui fermaient la porte et s'était précipité à l'intérieur. Le carnage avait été terrible. Le plus petit, qui s'était caché sous une maie, avait pu échapper au massacre et a pu raconter la scène d'horreur. Évidemment, pendant ce temps, les villageois avaient été occupés pour garder le troupeau. Le lendemain, dans un silence glacial, le troupeau poursuivit sa route vers les cimes. Les habitants enterrèrent leurs morts et un conseil de guerre se fit dans le village pour savoir comment éradiquer ces animaux. Des missives avaient été envoyées aux diocèses voisins pour obtenir des mousquets ou des chasseurs de loups comme on en connaissait en Normandie d'après les récits des voyageurs. Mais dans leur isolement, il n'était pas possible de tenir à court terme les moyens de neutraliser ces animaux. Toutes les nuits, on les entendait hurler, avec ce hurlement spécifique qui était reconnaissable et que les enfants revoyaient dans leurs cauchemars. Il fut ainsi décidé de faire une immense fosse de plusieurs mètres de profondeur, recouverte de feuillage, et de mettre au droit d'un mur une chèvre attachée fortement, de façon à ce que le loup puisse venir prendre cette proie. Mais ces loups sont très malins. Aucun des deux loups ne vint à cet endroit. Alors, il fut décidé qu'on tirerait au sort le gamin qui ferait office de proie, puisque les loups affectionnaient particulièrement la chair humaine depuis qu'ils y avaient goûté depuis quelque temps. Le tirage au sort fut terrible et lugubre. Autour de la table du conseil, les parents étaient présents. Chacun prit un bout de bois de dimensions différentes distribué par le chef du village. Il fut décidé que le plus petit bout de bois
imposerait que la famille le possédant donne un de ses fils pour cette expérience. Le plus petit morceau de bois fut celui de la famille Sagnier. Ce fut le petit Paul de 10 ans qui fut choisi. Sa mère hurla de terreur et se jeta sur le chef de village, réfutant ce choix. Mais le conseil décida qu'il en était ainsi. Le petit Paul fut attaché devant un grand mur avec une sangle autour de la taille et une corde reliée à une poulie qui avait été installée au sommet du mur. Il était prévu que si le loup arrivait, tout d'abord il tomberait dans la fosse. Au même instant, on soulèverait la corde pour éviter que le garçon ne tombât également dans la fosse ou ne soit happé par le loup. Ce stratagème simple, inventé par les paysans, devait forcément réussir. Les hommes creusèrent et creusèrent une fosse de 4 mètres de profondeur, de 3 mètres de long, de 2 mètres de large, avec en son milieu des sortes d'épieux pointus, ancrés dans le sol afin de perforer la bête. 2 fois par semaine, lorsque l'hurlement des loups se faisait plus pressant, on installait le piège et le petit Paul était tout seul devant cette fosse. Mais rien ne se passait. La lune continuait de décliner et les anciens disaient que vraisemblablement, lorsqu'elle aurait disparu, il y aurait une attaque des loups. Et effectivement, par une nuit sans lune, les villageois cachés dans les maisons adjacentes entendirent les hurlements de ces 2 loups si reconnaissables maintenant. L'un d'eux s'approcha de l'endroit où se trouvait le petit. Le petit Paul, le sentant, se mit à crier « Maman, maman !» Le loup eut un grondement féroce et se jeta sur le garçon. Il était capable de faire des bonds gigantesques qui dépassaient les 7 mètres. Ce qui fait qu'il arriva directement sur le jeune garçon. Mais son père, qui tenait la corde, avait senti le danger et l'a tiré en même temps vers le haut. Si bien que le loup ne lui arracha que sa botte, lui entraînant quelques entailles également dans le mollet. Le loup retomba à la renverse et ainsi tomba dans la fosse et s'ouvrit le ventre et les côtes à l'intérieur de celle-ci. Immédiatement, les villageois, avec des torches enflammées, jetèrent de la paille dans ce trou pour être certains qu'il ne ressortirait pas vivant. Ils le laissèrent ainsi sous la surveillance de quelques villageois avec leurs fourches, mais au bout de quelques heures, le loup ne réagit plus. Le lendemain, les villageois les plus hardis descendirent dans la fosse avec une échelle. Ils constatèrent que cet animal était d'une grande taille. Ils attachèrent au cou du loup une corde et le remontèrent à la surface. Chacun voulait le dépecer, jeter des cailloux sur cette bête infâme. Le chef du village voulut quand même la mesurer. Les pattes de cet animal dépassaient les 30 cm de large, alors que les pattes des plus gros loups connus ne dépassent pas 20 cm. De la tête à la queue, l'animal faisait plus de 2 mètres de long. Au garrot, il était à 1,10 m de hauteur. C'était une bête énorme. Les crocs faisaient de 4 à 5 cm pour certains d'entre eux. Le petit Paul eut droit à de nombreuses confitures de châtaigne pour le récompenser de sa bravoure. Sa maman terrorisée fut une jaunisse, mais ça sortit quand même très bien. La suite de la lecture du parchemin fut un peu occultée car des trous et des déchirures empêchaient que l'on lise correctement ce qui était écrit. Mais en reconstituant les morceaux, on put comprendre et imaginer la suite de cette histoire. Après que l'abbé du village ait pu bénir la tombe des pauvres malheureux dévorés par ces 2 loups, et qu'il ait pu bénir l'endroit où ce loup avait été tué, comme la représentation de Satan, une semi-quiétude parcourut le village au rythme du hurlement du fameux dernier loup subsistant.
Ainsi, le destin semblait tourner dans le bon sens pour nos paysans cévenols, ce qui nous aurait permis de prendre un bon apéritif. Mais la deuxième partie du parchemin est encore plus incroyable à lire que celle que je viens de vous conter. Il fallut attendre longtemps, avant que le deuxième loup ne se décidât à revenir hanter le village. Ce n'est que l'automne suivant qu'il fit sa prochaine attaque sur un groupe de gamins qui remontaient de l'eau de la rivière. Car dans ce village, il convient de vous rappeler qu'il n'y a jamais eu d'eau directement provenant d'une source. L'eau provenait du ciel. Les Cévenols faisaient des réservoirs pour récolter l'eau des toits. Le loup se jeta sur le premier qui était le plus âgé et qui portait la plus grosse cruche d'eau. Il le renversa. Et toute la cruche d'eau tomba sur le loup qui, hors de l'eau, et recula d'un bond aspergé de la gueule à la queue. Ceci permit aux enfants de grimper sur des bouches casses et de hurler en demandant secours aux adultes. Ceux-ci accoururent avec fourches et haches, et le loup, les entendant, disparut dans la forêt. Après ce premier incident, heureusement sans gravité, les villageois comprirent qu'il fallait à nouveau trouver un nouveau stratagème pour se débarrasser définitivement de ce loup, aussi monstrueux que le précédent. Le conseil des anciens se réunit à nouveau et décida de mettre au point un nouveau stratagème. Un schéma sur le parchemin nous permit de comprendre ce qui avait été arraché dans les feuilles précédentes. Il s'agissait de construire une machine infernale. Une cage immense d'environ 6 mètres de long, 2 mètres de haut, 3 mètres de large, composée de 2 parties différentes. La première partie serait séparée de la deuxième par d'énormes poutres verticales en châtaignier qui laisseraient suffisamment d'ouverture entre elles pour permettre aux braves paysans sans peur et sans reproche, cachés dans cette partie sécurisée de la cage, de bander leurs arcs et de tirer des flèches dans l'autre partie de cette cage, sorte de piège dans laquelle avaient été mis en place des cuisseaux de sangliers ensanglantés. Une porte, sorte de trappe, était ouverte. Elle était équipée d'un ressort en châtaignier qui maintenait cette porte sous pression, car l'extrémité de cette porte était attachée à une corde solide aux 2 cuisseaux de sanglier dont le poids équilibrait l'ouverture de la porte. La porte restait ouverte en pression par la tension de la corde. Si on enlevait les 2 cuisseaux de sanglier, il n'y avait plus de pression et la corde se détendait et libérait la porte qui se fermait automatiquement. Ainsi, lorsque l'animal se précipiterait sur les gigots de sanglier, la corde attachée à la viande serait arrachée par le loup au premier coup de croc de l'animal, dès qu'il aurait entamé sa funeste victime. La corde relâchée automatiquement libérait la porte de la cage qui se fermerait automatiquement, bloquant ainsi la sortie du loup. Il serait alors possible, avec les flèches des paysans, de le larder pour le tuer. Ainsi fut imaginé ce piège. Les plus hardis des Cévenols du village, qui en général étaient les plus jeunes, avaient bien préparé leurs arcs et flèches en châtaignier et s'étaient assis confortablement à l'intérieur de la cage. Ils étaient 4. Le 4e, derrière les 3 premiers, leur faisait du café ou leur donnait quelques morceaux de lard pour passer la nuit en attendant l'arrivée de la bête. Pendant 2 semaines, rien ne se passa. Pourtant, régulièrement, on changeait de position les cuisseaux de sanglier, on y ajoutait des traces de sang, des chevrettes que l'on avait égorgées avant de les faire cuire. Puis, comme l'avaient dit les anciens, par une nuit sans lune, on entendit le hurlement du fameux loup. Pas un bruit ne résonnait, puisque, comme le dit le proverbe, ces animaux marchent à pas de loup. Et brusquement, un grand craque se fit entendre.
la porte bascula et se ferma. On entendit un hurlement à l'intérieur de la cage. Le quatrième Cévenol, immédiatement, mit en place sa torche enflammée pour que l'on puisse voir l'animal. C'était une bête terrifiante, encore plus grosse que la précédente, qui se ruait dans tous les sens, sur tous les murs en châtaignier et sur les barreaux qui les séparaient des paysans. Ceux-ci tirèrent leurs flèches dans tous les sens, mais étaient tétanisés par la force de cet animal. Parfois, les crocs passaient entre les poteaux en bois et on voyait l'écume de leur gueule et ces crocs arrivaient à quelques centimètres des Cévenols terrorisés. Après avoir lancé toutes leurs flèches et avoir recommencé à nouveau pour une seconde salve, ils étaient démunis. Et le loup tapait sur les murs, dans tous les sens, avec une telle force qu'il réussit à casser la porte et à repartir en hurlant. Si les paysans avaient tiré juste, ils l'auraient tué puisqu'il était à leur portée. Et le lendemain, ils n'observèrent que des traces de sang. Ainsi, le stratagème n'avait pas réussi. Alors, ils décidèrent avec le conseil le tout pour le tout et de le poursuivre en suivant les traces de ses pattes qui étaient différentes de celles des autres loups parce que beaucoup plus larges et grâce aux gouttes de sang. Ils arrivèrent ainsi au sommet de Malon, à 3 kilomètres de l'endroit où vous vous situez, dans un endroit rocailleux où ils découvrirent une caverne, avec une petite ouverture dans laquelle ils se faufilèrent. Elle avait 1,30 m de hauteur au maximum. Ils n'avaient pas peur pour oser faire ça. Avec leur torche incandescente à base de résineux enflammés, ils découvrirent une grande salle qui leur fit comprendre que l'on se trouvait à l'entrée de la maison du diable. À l'intérieur de cet endroit, des dizaines de têtes de moutons, têtes de chiens, têtes de chèvres étaient là éparpillées au sol. Et chose encore plus horrible, ils trouvèrent le crâne de la chevelure de la petite fille qui avait été dévorée quelques semaines plus tôt. Une issue diamétralement opposée à l'endroit où ils étaient entrés montre que le loup était reparti par cet endroit ou tout au moins n'était pas encore revenu. Ils sortirent terrorisés, considérant qu'ils n'avaient pas affaire à un loup mais à une émanation de Satan. Immédiatement, ils se rendirent à l'église pour avoir la bénédiction de monsieur l'abbé après lui avoir raconté cette terrible découverte. Il fut alors décidé de surveiller cet endroit qui était le repère de l'animal. Puisqu'il ne venait pas à eux, les paysans allaient aller à lui. 2 des plus jeunes hommes du village décidèrent de tenter l'expérience pour réussir à tuer cette bête. Ils s'installèrent sur un chevalet en châtaignier qu'ils avaient confectionné et fixé au sommet de 4 branches de châtaignier à 4 ou 5 mètres de hauteur, juste devant l'entrée l'une des 2 entrées du repère du loup. Ils restèrent ainsi plusieurs jours sans que le loup ne réapparût. Puis, une nuit, ils entendirent le hurlement tristement célèbre de ce loup. Ils le virent rentrer à l'intérieur avec un mouton qu'il portait dans sa gueule. Malheureusement, il n'était pas entré par la bonne entrée, ce qui fait que les chasseurs ne purent pas le tirer. Puis le loup repartit par l'entrée d'où il était entré. Les paysans du village vinrent rapporter la nourriture à leurs camarades qui, après l'explication, décidèrent qu'il fallait mettre un appât à l'endroit d'où ils pensaient pouvoir le tirer le plus facilement. C'est ainsi qu'ils décidèrent de mettre un jeune agneau qui bêlait en appelant sa mère, attaché par une corde à un pieu en châtaignier, et ils se mirent tous les 2 à 5 mètres de hauteur, chacun sur son chevalet, pour attendre, pour enfin abattre cet animal. Et cette fois,
Ce fut une nuit avec lune. Ce soir-là, vers 2 heures du matin, au moment où le croissant de lune était à son apogée et éclairait d'une lumière blafarde mais éclatante la forêt, la clairière et l'entrée du repère du loup, celui-ci rentra de l'autre côté opposé à l'agneau, car comme tous les loups, il était méfiant. Puis, après un instant, l'on vit apparaître son museau horrible à l'autre sortie, juste à quelques mètres de l'agneau qui, terrorisé, se mit à bêler de plus belle. Nos 2 cévenols, devenus arquebusiers, à 5 mètres de hauteur,